On est dans une période de grand délire au Québec. On est dans une période de grand délire où il y a beaucoup d'accusations gratuites qui sont lancées. Racistes à gauche, racistes à droite, provenant d'une extrême gauche de plus en plus vocale, de plus en plus vicieuse, de plus en plus violente. C'est arrivé la semaine passée. L'auteur Mathieu Bock-Côté a lancé un livre. En fait, il m'a envoyé une copie de son livre. J'ai pas eu le temps de le regarder encore en PDF. Ça porte sur la rectitude politique. Évidemment, la rectitude qui tue la liberté d'expression. Et il devait y avoir un débat le 9 mai prochain. Une genre de discussion. C'est même pas un débat, en fait. C'est même pas le bon terme. C'est une discussion avec le philosophe Louis-André Richard, donc, et lui-même, à la librairie montréalaise Le Port de Tête. C'est une conversation intellectuelle. Évidemment, vous aurez compris, pour les gens qui suivent un peu les médias sociaux, que Québécois est attaqué de tous bords concernant un certain discours sur la laïcité, entre autres. Un discours préconisé par Mathieu Bock-Côté, Denise Bombardier, Richard Martineau. Donc, Québécois est actuellement une tête de turc pour cette extrême gauche-là qui est extrêmement vicieuse. Mais résultat, la rencontre a été annulée. Mathieu Bock-Côté, salut, comment ça va? Ça va très bien, vous? C'est scandaleux, ça. Et ça se passe au Québec, là? C'est triste. Dans une société qu'on aime dire tranquille, j'ai toujours cru que c'est une des vertus pour moi du Québec, c'est qu'on était capable de faire 2 référendums sans jamais se tirer dessus. On était capable de perdre un référendum par quelques dizaines de milliers de votes sans qu'il y ait de troubles civils. On est une société tranquille qui est capable de se parler. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une montée d'une certaine gauche très radicale. C'est pas toute la gauche, loin de là, mais c'est une extrême gauche, en fait, qui croit décider, avoir le pouvoir de décider qui a le droit de parler publiquement, qui ne devrait pas avoir le droit, qui a accès aux librairies, aux universités, qui ne devrait pas y avoir accès, qui est respectable, qui ne l'est pas, et qui fondamentalement, ça c'est une chose qu'il faut dire, ne croit pas à la liberté d'expression. C'est pas qu'elle ne la comprend mal, c'est qu'elle n'y croit pas, elle n'y adhère pas. Pour elle, la liberté d'expression, c'est le masque utilisé par l'intolérance pour justifier son expression. Et dans son esprit, il faut donc en finir avec le mythe de la liberté d'expression et attaquer ouvertement ceux qu'ils croient être les propagateurs d'intolérance. Puis apparemment, je fais partie de ces gens de leur point de vue. Je trouve ça triste parce que moi, de ce point de vue, j'ai toujours cru à la vraie démocratie libérale, c'est-à-dire la possibilité pour des points de vue vraiment contradictoires, mais qui s'expriment de manière civilisée, de débattre dans une société sans se traiter mutuellement d'ennemis publics. Mais on est devant des gens qui manifestement ne croient plus à ces règles du jeu. Moi, je crois beaucoup à l'imputabilité aussi. Tu sais, quand on dit « le gouvernement fait ci, fait ça », non, mais parle-moi de la personne qui a pris la décision. Là, on parle d'attaque contre la liberté d'expression d'une extrême gauche. Moi, je veux qu'on donne des noms ce matin de salopards qui ont fait des menaces. Je pense que la police pourrait enquêter, mais encore là, on n'est pas en train de dire que c'est un crime épouvantable. On est juste en train de dire qu'on vit dans un dôme, moi j'appelle ça le dôme, où on est de plus en plus étouffé. Qui a proféré des menaces? Moi, je veux de l'imputabilité, parce que ce sont des actes abjects, Mathieu. Je sais, j'ai pas tenu un petit carnet de ça. C'est-à-dire, on peut aller ceux qui vont... Ouais, mais nomme-moi-en au moins un ou 2. Moi, je connais pas ces gens-là. Je tiens pas à la liste des gens qui m'aiment pas. Je vais avoir une bonne santé mentale. Non, mais Xavier Camus de ce monde, Sophie Durocher en parle ce matin. OK, ça, c'est autre chose. Ça, c'est-à-dire que, d'abord, pour les étapes OK, d'accord, je vois. C'est que première étape, l'événement est annoncé. Oui. Ensuite, il y a de la contestation, comme on dit, sur les médias sociaux, sur le site de l'événement. En gros, on dit, c'est inacceptable de recevoir un tel personnage. Il ne faut pas le recevoir. C'est un intolérant, c'est un haineux, donc on doit le faire taire. Ensuite, il y a des menaces, on va amener des œufs, on va amener des tomates. Ensuite, il y a des gens qui disent on va aller encore plus loin. Et là, c'est repris par Xavier Camus, qui est un agitateur, blogueur de cette mouvance-là, qui rapporte les événements en laissant comprendre, je crois qu'il endosse la protestation, en ajoutant ensuite quelques temps plus tard, je pense qu'il a ajouté un message, mais je ne demande pas de le désinviter, donc je pense qu'il a décidé de mettre des gants. Quoi qu'il en soit, les menaces étaient suffisamment vives pour que, si j'ai bien compris, le SPVM s'adresse à la librairie en disant, regardez, il y a des troubles, il y a des menaces, tout ça, et la librairie a décidé devant la menace, devant la possibilité de
de trouble d'annuler l'événement. Puis comme dit, je peux comprendre, je veux dire, une librairie, c'est pas normalement un endroit où la discussion devrait se tenir sous protection policière. Une librairie, ça devrait être un lieu de discussion la plus libre qui soit. Un lieu d'élévation de la connaissance, c'est pas un lieu... Normalement, ça devrait être un peu ça, mais vous noterez qu'aujourd'hui, les deux principaux endroits où on annule des conférences, c'est les librairies et les universités. Ah oui? Donc, les lieux du savoir, paradoxalement. Or, donc la librairie a décidé d'annuler l'événement parce que apparemment que le SPVM aurait dit il y a des menaces réelles et on en est là, c'est-à-dire donc une espèce d'annulation de la part, donc à l'origine de ça, d'extrémistes, des radicaux, endossés par un blogueur, ou tout le moins relayé par un blogueur très militant qui a une capacité d'influence ou de nuisance, on dira comme on veut, et le résultat de tout ça, c'est que l'événement a été annulé. Quel est le discours de ces radicaux-là? Et d'où ça part? T'sais, je veux dire, d'où part cette mouvance-là, qui est une mouvance très proche de Québec solidaire, là, disons la vérité. C'est un délire d'antiracisme à la Antifa, là. Il y a une mouvance actuellement qui opère en Amérique du Nord et même dans l'Occident en général. Les antifas de ce monde là sont antifascistes qui sont fascistes, les antiracistes qui sont des racistes au fond. Oui, non, ça je crois. C'est-à-dire, on l'a vu, si je peux me permettre, quelques jours avant en France, Alain Finkielkraut, un des grands philosophes français, qui devait faire une conférence à Sciences Po, une des grandes écoles françaises, une école, ce qu'il y avait là-bas une grande école, ici on dirait une sorte d'université plus. Eh bien, l'événement qu'il devait faire a été d'abord annulé parce que la même mouvance a dit on va empêcher la tenue de cet événement de la parole réactionnaire, raciste et sexiste d'un polémiste dangereux. Bon, c'est ce qu'on fait à Jordan Peterson, c'est ce qu'on a fait à Madame Mabrouk, ici Nadia El Mabrouk, qui devait parler de la laïcité dans un événement. Donc, il y a toute une série de... Comment je dirais ça? Il y a toute une série d'événements qui sont annulés parce qu'une petite mouvance, à laquelle d'ailleurs je m'intéresse dans mon livre pour la petite histoire, s'est convaincue que pour elle, le combat contre le fascisme se poursuit aujourd'hui, mais sa définition du fascisme, c'est en gros tout ce qui est à droite de l'extrême gauche. C'est-à-dire, si vous êtes, dans son esprit, si vous êtes un conservateur, vous êtes un fasciste. Si vous êtes un nationaliste, vous êtes un raciste. Si vous êtes attaché au féminin, au masculin, vous êtes un sexiste. Et il ne faut pas donner la parole à l'intolérance. Donc, ils se font les gardiens désormais de l'espace public pour empêcher que la parole ne soit donnée aux intolérants. Ça, c'est leur système mental. Et dès lors, si on est persuadé qu'on se bat contre les fascistes, eh bien, tout est permis. Mais si on se bat contre un adversaire légitime, bien, on va débattre avec lui, ou on répond avec contre un livre, on écrit un autre livre, contre un article, on écrit un article. Dans leur tête, il faut passer, je pense que c'est le mythe de l'action directe. C'est-à-dire qu'il faut passer aux choses sérieuses et empêcher physiquement, par l'intimidation, des événements de se tenir. On y est. Moi, je trouve une tristesse infinie. Je vous ai dit, entre vous et moi, ça me choque, mais tout ça, ça me rend triste, surtout. C'est-à-dire, c'est quoi cette espèce de délire où les conditions même du débat public sont en train de se faire dynamiter? Ton livre s'appelle L'Empire du politiquement correct. Ouais. C'est publié aux éditions du CERF, qui est une maison d'édition française, si je ne m'abuse. Oui, c'est une des maisons, appelons ça une maison Intello en France, okay. Une maison que j'aime beaucoup. Tu dénonces qui et tu dénonces quoi? Essayons de cadrer la discussion dans le Forum québécois. Mettons, au Québec, qui pourrait-on dénoncer dans cette mouvance-là, qui est une mouvance, si je ne m'abuse, qui est partie quand même au Canada anglais. Moi, je me souviens, dans les années 80, on a commencé à en parler. La political correctness, même au Canada anglais, est arrivée avant. Au Québec, c'est arrivé par la suite. Explique-nous ce que tu y dénonces là-dedans. Alors, d'abord et avant tout, je me permets de dire, j'essaie de comprendre avant de dénoncer. C'est là-dessus, le livre n'est pas un pamphlet. C'est-à-dire, c'est une volonté de comprendre où on en est, pourquoi le débat démocratique se décompose aujourd'hui dans le monde occidental. Donc, si je traduis à la québécoise, parce que je donne beaucoup d'exemples québécois dans le livre par ailleurs, donc j'ai des exemples qui viennent des États-Unis, du Canada anglais, du Québec, de la France, un peu ailleurs en Occident, pour montrer comment, vous savez, il y a une phrase de Miloš, un grand écrivain polonais, qui disait « Ce qui se passe ici se passera, ce qui se passe quelque part se passera partout ». Eh bien, ça, on y est. Et ce que j'essaie de voir, c'est comment, dans tous les débats aujourd'hui qui touchent globalement la diversité, comme on dit, eh bien, et plus largement, qui touche l'avenir de nos sociétés, eh bien, il y a une espèce de nouvelle orthodoxie politique et idéologique qui s'impose à nous, puis qui dit, sur ça, vous n'avez pas le droit de penser ça, vous n'avez pas le droit de penser ça, et ainsi de suite. Et si vous vous obstinez à le penser, quelles seront les conséquences pour vous? Donc, au Québec, on le voit en ce moment dans le débat sur la laïcité de manière presque caricaturale. C'est-à-dire, le camp de la laïcité
n'est pas vu comme le camp de la laïcité, mais il est diabolisé comme le camp de l'intolérance, du racisme, de la discrimination. Donc, on n'accepte pas de débattre avec l'idée de laïcité parce qu'on croit qu'elle cache quelque chose d'autre, une pulsion mortifère et inadmissible. Mais prenez aussi, il y a bien d'autres débats, le débat sur l'immigration, ou même quelquefois le débat sur la théorie du genre. Si vous croyez encore qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte des marges, mais globalement, le masculin et le féminin structurent nos sociétés, on vous accusera de transphobie, par exemple. Donc, tout ce vocabulaire en phobie qui est très présent dans nos sociétés. Donc, quand on dit que quelqu'un qui est phobe, eh bien, on discute pas avec un phobe. On dit, mais ce type-là a l'esprit déréglé, il y a un petit problème psychique, on l'envoie chez son psychiatre. Islamophobie, ça vient très rapidement lorsqu'on dénonce des islamistes. Moi, je l'ai fait en ondes ici, dénoncer des islamistes. Non, il est islamophobe. Non, je suis pas islamophobe. Je dénonce pas les musulmans. Je dénonce les islamistes. Mais je pousserais ça même plus loin. Je veux dire, moi, est-ce qu'on peut, critiquer l'islamisme, très bien, mais pourrait-on critiquer non pas les musulmans, mais l'islam, les religions. tout comme on critique le catholicisme. Qui critique le catholicisme n'est pas cathophobe. Qui critique le protestantisme n'est pas protestantophobe. Qui critique le luthérianisme n'est pas luthérianophobe. Donc, pourquoi devrait-il y avoir un traitement d'exception pour une religion plutôt que pour une autre? Mais on a créé ce mot, donc islamophobie, qui est une manière d'empêcher de penser. Et dans l'espace public, je trouve, il est de plus en plus étroit, de plus en plus resserré. Il est de moins en moins possible de sortir du petit espace où on veut nous confiner. Résultat, il y a un sentiment d'étouffement dans nos sociétés. Et paradoxalement, ce sentiment d'étouffement, puis ça j'en parle dans mon deuxième chapitre notamment, ce sentiment d'étouffement favorise paradoxalement des personnages comme Trump et compagnie, parce que le commun des mortels en a tellement assez de se sentir étouffé qu'il va se tourner vers celui qui transgresse, même s'il le fait de la manière la plus brutale qui soit. Il veut libérer la parole, effectivement. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Puis, ton événement, donc, va se passer quoi? À huis clos? Tu fais ça dans la cuisine chez vous? Non, il y aura des nouvelles bientôt là-dessus. On est en train de veiller à la riposte. Viens à Québec. J'y viendrai aussi, ça c'est certain. Ben oui. Salut Mathieu. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir. Salut, bye bye. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir. Salut, bye bye. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir. Salut, bye bye. Merci beaucoup.